Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Jérémy Pellet, directeur général d'Expertise France. Bonjour Jérémy Pellet. Bonjour. Vous êtes donc depuis 6 ans à la tête de Expertise France. D'abord pour comprendre un peu l'institution, comment définiriez-vous cette structure qui va fêter ses 10 ans d'ailleurs? Exactement, donc Expertise France, c'est l'agence française de coopération technique internationale, c'est-à-dire l'agence qui mobilise les expertises françaises, étrangères, au service de nos pays partenaires, au service de leur politique publique. Nous sommes un peu une sorte de, on pourrait dire, grand cabinet de conseil public, sauf que la différence avec les cabinets en stratégie, c'est que nous accompagnons les pays sur un dialogue de pair à pair, entre experts, lorsque nous travaillons sur, par exemple, la réforme du système des impôts en Mauritanie, eh bien, nous faisons intervenir des directeurs des impôts français, européens, africains pour travailler ensemble à cette politique publique. Donc c'est ça notre métier. C'est-à-dire que vous définissez une stratégie et vous mettez les moyens pour pouvoir concrétiser tout cela. Alors aujourd'hui, vous avez au début du mois publié votre rapport annuel qui est un reflet de vos activités et de votre exercice sur une année. Alors, que retenez-vous, vous qui êtes le patron de la structure, de cette année passée? 2023 a été une année importante en termes d'activité pour Expertise France, avec près de 400 millions d'euros d'activité sur l'année. Alors ça ne dit pas grand-chose comme cela, mais ça fait d'Expertise France la deuxième agence de coopération technique aujourd'hui en Europe, derrière l'agence de coopération allemande. Et c'est aussi la marque de la croissance de l'activité de l'agence, puisque nous avons multiplié par 4 notre activité depuis la création de l'agence. Nous sommes récents, 2015, vous l'avez dit. C'est dire à la fois quelque part l'envie de tous les pays du monde de mobiliser l'expertise française et aussi notre capacité à y répondre au sein d'Expertise France, à y répondre aussi en format groupe, puisque nous sommes, depuis le 1er janvier 2022, intégrés au groupe Agence française de développement, et donc avec l'AFD, avec Proparco, nous travaillons pour nos pays. Vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres? C'est-à-dire qu'il y a énormément de structures qui travaillent sur ça, mais quel est votre atout ou votre valeur ajoutée? Alors nous avons plusieurs atouts, plusieurs valeurs ajoutées. Je pense que la première, c'est que quelque part, nous bénéficions de la très bonne image de la France sur la manière dont nous gérons nos politiques publiques. Quand on est en France, on ne s'en rend pas forcément compte et on peut être râleur. Mais en réalité, du point de vue de l'étranger, la manière dont on gère, en France et en Europe d'ailleurs, notre protection sociale, notre justice, la manière dont on coopère même au sein de l'Union européenne, eh bien, c'est un modèle. C'est un modèle de, quelque part, de bonne organisation. Ça, c'est un élément. L'autre élément, parmi toutes les agences qui travaillent dans ce secteur, dans la coopération internationale, le fait d'être relativement récent nous donne aussi peut-être un regard nouveau sur la manière dont on travaille avec nos pays partenaires dans le monde. On ne fait pas de la coopération technique en 2024 comme on en faisait dans les années 70 ou même au début des années 2000. Aujourd'hui, on travaille sur des champs nouveaux, le digital, l'intelligence artificielle, le géospatial. Alors concrètement, comment les choses se passent? C'est-à-dire que donnez-nous des exemples concrets sur, vous l'avez dit, l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle, le digital et plein d'autres créneaux. Est-ce que vous pourrez nous expliquer comment les choses se passent? Alors très concrètement, nous avons à peu près 350 projets en cours, 60% sur le continent africain. Et donc pour le mettre en œuvre, nous avons des équipes d'experts, des équipes qui portent les projets dans nos pays d'intervention. Ça fait 1400 personnes.
c'est quand même relativement important. Ces équipes, elles travaillent à la demande des pays partenaires. Pays qui souhaitent, par exemple, la Guinée. J'étais avec le ministre de la Santé guinéen hier. Nous travaillons depuis Ebola en Guinée sur différents aspects de la santé. Pour prendre un exemple actuel sur la réforme des urgences. Et donc, le ministère de la Santé guinéen souhaite restructurer ces urgences hospitalières. Et pour cela, eh bien, il souhaite s'appuyer sur de l'expertise internationale, et notamment française, pour l'aider à structurer cette politique publique qui est absolument essentielle. Et donc nous allons monter une équipe qui a vocation à faire en sorte que nous aidions à structurer de manière pérenne ensuite des moyens pour que la durabilité de l'activité soit effectuée. C'est la même chose dans le champ de l'entrepreneuriat, c'est la même chose dans le champ du numérique en Tunisie ou de l'accompagnement de projets culturels au Mozambique ou au Ghana. Comment vous agrégez les compétences pour pouvoir aller sur vos projets, les cibles et répondre aux besoins? Alors ça, c'est la question essentielle de notre activité. Comment agréger les bonnes compétences? Il faut d'abord les trouver, il faut les connaître. Donc ça veut dire bien connaître son secteur, bien connaître tous les intervenants de ce secteur, et puis trouver la bonne alchimie entre des acteurs internationaux, des acteurs locaux, bien sûr, absolument essentiels, les bons partenaires dans le pays, et faire en sorte que la mayonnaise prenne. Et cette mayonnaise, elle doit prendre pour permettre un transfert de connaissances. Notre phrase clé, c'est les savoir-faire en commun. C'est ça notre idée. Notre idée, c'est de partager les savoir-faire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait et quelqu'un à qui on apprend. On partage les savoir-faire, on échange les expériences. Et d'ailleurs, les contacts et le gain est réciproque. Et à travers cet échange d'expériences, on construit quelque chose, on construit une politique publique pour le bien derrière des populations. Donc c'est un métier assez technique, c'est un métier d'expert, pas forcément très bien connu du grand public, et pourtant il est essentiel parce que c'est le support au développement de tous les pays d'ailleurs, du continent africain, mais nous travaillons aussi en Amérique du Sud, nous travaillons en Asie, nous travaillons même au sein de l'Union européenne. On coopère aussi avec l'Autriche, avec la Grèce, parce que finalement, cette coopération technique, elle est toujours bénéfique. Et d'abord, comment constituez-vous ce creuset où il y a de nombreuses nationalités et de les faire converger vers ces projets que vous portez? Alors nous recrutons des experts par différents canaux. Souvent, ce sont des milieux relativement spécialisés, donc on peut connaître les gens, mais on fait aussi un certain nombre d'appels d'offres parfois pour trouver des candidats qui souhaitent travailler sur la forêt en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, pour prendre un exemple assez lointain. Mais ensuite, nous agrégeons cette expertise qui peut être de l'expertise permanente, individuels. Nous avons un certain nombre d'experts individuels qui sont dans les ministères pour 2 ans, qui travaillent auprès des directeurs d'administration centrale, des ministres. Nous avons aussi des équipes plus fournies quand il s'agit de structurer des politiques plus importantes. Donc, en fonction des besoins, en fonction aussi de la capacité de financement du projet, nous adaptons Alors, justement, vous parlez de financement. C'est-à-dire que vous avez... Est-ce que vous pourriez être plus précis sur ce sujet? Comment les choses se passent, comment la mutualisation éventuellement avec d'autres bailleurs de fonds, comment le chef de file, tout ça pour qu'on ait une vue concrète de cette réalité? Alors nous sommes une agence de mise en œuvre de projets et donc nous mobilisons des financements sur les projets que nous conduisons. Nous avons 2 sources principales de financement. La première, ça ne vous surprendra pas, c'est la France. La France à travers l'État, pour un quart de notre activité, à travers notre maison mère, l'Agence française de développement, pour un autre quart de notre activité. Et donc là, nous menons ensemble des projets. Et puis, l'autre moitié de notre activité, donc une part relativement importante, ce sont
d'autres acteurs, en premier lieu l'Union européenne, un très grand partenaire, mais aussi la Banque mondiale, mais aussi d'autres pays qui nous mobilisent pour mettre en place des activités de renforcement de capacité. Votre écosystème, vous n'êtes pas isolé de votre partenaire, en tout cas un des acteurs clés de votre stratégie, le groupe AFD. Comment, pour que les choses ne se chevauchent pas, comment les choses se passent et pour que vous ayez en même temps l'autonomie et cette dépendance due à cette structure commune? Alors la France a fait le choix en 2019, ça s'est fait en 2022, de rassembler tous les acteurs du développement au sein d'un même groupe. Oui. Et pour l'objectif, c'était de renforcer la cohérence du dispositif pour faire en sorte que lorsque nous travaillons dans un pays, nous ayons les mêmes priorités. Et la répartition des rôles, elle est très claire, hein. L'AFD, c'est l'agence qui, à travers ses prêts, à travers ses dons, finance les États. On a Proparco pour financer le secteur privé. Et lorsque l'AFD finance un État, eh bien, elle peut décider qu'une partie de la mise en œuvre du projet sera confiée à Expertise France lorsqu'il y a besoin d'assembler des compétences larges, lorsqu'il y a besoin d'apporter une assistance technique, par exemple sur un prêt, appui à la réforme du secteur électrique, un prêt de l'AFD et puis une action complémentaire d'Expertise France. Ça, c'est la manière dont nous travaillons avec l'AFD. Et puis, sur le volet européen, nous travaillons aussi de plus en plus en équipe Europe, avec tous les autres partenaires, pays membres et agences de coopération technique, de plus en plus parce que c'est la ligne de l'Union européenne et puis parce que nous avons maintenant cette priorité, en particulier en Afrique, hein, le Global Gateway, ce projet de passerelle mondiale qui est mis en œuvre par l'équipe Europe. Absolument. Vous êtes, comme je le disais, à la tête de cette institution depuis 6 ans. Vous avez fait le tour de la maison. Vous gérez 765 salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'appropriation de l'outil. Est-ce que vous avez où vous voulez encore aller pour donner plus de visibilité et surtout d'action à l'institution? Alors nous avons encore, et j'ai encore de l'ambition pour cette agence. Vous l'avez dit, hein, c'est une agence qui a cru assez fortement ces dernières années. Nous avons encore devant nous un chemin de croissance. Ce chemin de croissance, il est lié au fait que nous continuons à signer beaucoup de nouveaux contrats de projets pour demain. Rien que l'an passé, nous avons signé à peu près 600 millions d'euros de projets. Donc il va falloir les mettre en œuvre quelque part. Donc tout cela nous donne de la visibilité sur le chemin de croissance de l'agence. Notre mission au sein de la direction de l'agence, de son comité de direction, c'est de faire en sorte que nous structurions l'agence pour être capable de délivrer, pour être capable de mettre en œuvre les projets là où on nous attend, pour qu'à la fin, le partenaire, le client, comme on est dans le secteur privé, soit content. Comment mettez-vous à l'écoute de de vos clients ou de vos partenaires? Parce que est-ce qu'ils ont des besoins, ils vous expriment des besoins particuliers pour leur donner ces clés-là, ou comment ça se passe? Notre seul critère de satisfaction, c'est évidemment si nous avons réussi à renforcer durablement les politiques publiques dans les pays, et donc si notre partenaire est satisfait. D'ailleurs, nous sommes en train de conduire une grande enquête de satisfaction, justement, de tous nos partenaires, pays, sociétés civiles, institutions, pour voir si nous répondons à cette demande. C'est évidemment un critère essentiel. La manière dont on peut appréhender ce résultat, c'est déjà de voir si, au bout du projet, qui dure généralement, on va dire, entre 2 et 4 ans, notre partenaire nous dit « j'ai envie de continuer avec vous ». Parce que quand on met en place une réforme de politique publique, c'est souvent pas dans un délai de 2 à 3 ans.
réforme de politique publique, c'est du long terme. Et donc, si on continue à nous demander à travailler avec nous pour continuer à renforcer cette politique publique, eh bien, finalement, jusqu'au bout, et on a de très belles réussites. Je pourrais vous citer plusieurs exemples. Nous sommes évidemment très, très satisfaits. Votre galaxie, c'est aussi, il y a des États faillis. Est-ce que ça fait partie de votre vision ou d'autre volonté de les intégrer pour mener des politiques publiques importantes? Ça fait totalement partie de notre ADN. Nous travaillons avec des États très développés, mais nous travaillons aussi beaucoup, près de 35% de notre activité, dans des États fragiles, voire très fragiles. Je pense au Yémen, je pense à la Libye, où nous sommes depuis 2016, sur le développement économique de la Libye, d'ailleurs avec des résultats très tangibles pour ce pays en termes de diversification économique, dans un contexte pourtant à la fois politique et social extrêmement compliqué. Nous sommes présents dans beaucoup... Et la Libye est vraiment un des pays paradoxal qui est demandeuse d'expertise française. Exactement, c'est un pays où nous continuons à travailler et ça se passe d'ailleurs très bien. Mais nous savons aussi, c'est un pays que nous connaissons bien, et nous savons aussi comment travailler dans ce pays complexe, y compris d'ailleurs en termes parfois de sécurité. Alors votre langue officielle, c'est l'anglais alors partout. Nous avons un tas de langues officielles. À Expertise France, on parle portugais, on parle un certain nombre de langues africaines, on parle anglais, bien sûr, espagnol et français, parce que nous défendons bien sûr aussi la francophonie. Dans un monde où il y a une concurrence une pression forte sur les compétences, c'est que comment aujourd'hui, et notamment en Afrique, très souvent, il y a ce problème de comment transformer les connaissances en compétences. Oui. Comment vous vous impliquez dans cette équation? C'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu fondamental pour la jeunesse africaine, compte tenu de l'évolution démographique du continent. Et cette transformation, on va dire, ce renforcement de compétences de la jeunesse, il est absolument indispensable. La clé, c'est la structure de formation et en particulier la formation professionnelle. Pour nous, c'est vraiment un enjeu. Et vous êtes très présent. Nous sommes très présents, de plus en plus d'ailleurs, sur ce domaine-là. Je peux vous prendre deux exemples. Oui, l'Angola, le Rwanda, où nous sommes très présents. Nous avons une coopération très active avec l'AFD, avec le Luxembourg au Rwanda, avec l'Institut Polytechnique de Rwanda, où nous continuons d'ailleurs à renforcer nos activités avec de très belles réussites, avec les premières générations d'étudiants qui sortent sur des qualifications très pointues et qui permettent de créer les entreprises, de répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent investir, qui souhaitent développer leur activité dans ces pays. C'est un sujet absolument fondamental et sur lequel on va continuer à travailler. Le digital, c'est un élément central aujourd'hui dans les évolutions de notre système, de notre vie au quotidien. C'est-à-dire que comment aujourd'hui travaillez-vous sur cette dimension, l'intelligence artificielle et le système d'incubation, renforcer les startups? C'est-à-dire que comment la cohérence est-elle construite? Le digital, c'est un sujet absolument transversal dans tous nos projets. Quand on travaille, je le disais tout à l'heure, je prenais l'exemple des impôts en Mauritanie, la géolocalisation nous permet de gagner beaucoup de temps et permet aux impôts mauritaniens de gagner beaucoup de temps. Donc on les appuie là-dessus. Pour cela, il faut développer des écosystèmes de start-up, comme on le fait en Tunisie, comme on le fait au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Il faut développer des formations aussi de codage, il faut développer des générations de personnes qui sont capables de maîtriser cet outil, et puis il faut des politiques publiques qui doivent faire en sorte d'utiliser ces technologies au bénéfice du développement économique de leur pays. Nous avons travaillé avec le Sénégal, avec l'Égypte récemment, deux pays que nous avons accompagnés
dans la préparation de leur stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle, pour faire en sorte que cette nouvelle technologie, elle bénéficie au pays. Et c'est un sujet sur lequel nous sommes très en pointe. Nous avons d'ailleurs fait une grande conférence à Paris sur ce sujet-là il y a quelques semaines. Ouais. L'autre question qui intéresse ce monde de l'entre-deux, notamment les diasporas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question, surtout la politique française en Afrique, il y a énormément de Français d'origine africaine. Et comment vous favorisez cette dimension diasporique qui est aussi un véritable, comment dire, un puits où l'on peut trouver énormément de matière et de compétences. Comment ça se passe ? C'est tout à fait vrai. Les diasporas sont une source de richesse considérable et donc nous essayons de les mobiliser à 3 niveaux. D'abord à un niveau financier avec l'AFD, avec le réseau des caisses des dépôts dans le monde, pour essayer de créer des produits financiers. Vous savez que les transferts financiers des diasporas sont un élément essentiel de financement d'un certain nombre de pays en développement, en particulier sur le continent africain. Mais nous essayons de développer des produits financiers pour faire en sorte que ces flux servent des objets de développement durable. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de mobiliser aussi les diasporas qui ont envie de créer de la richesse, y compris dans les pays dans lesquels ils ont des liens familiaux ou des liens culturels, mais qu'ils ne connaissent pas forcément parce qu'ils vivent en France. Et là, nous avons un programme, Meet Africa, dont nous venons de faire la clôture au Sénégal la semaine dernière, qui justement a développé tout un écosystème d'entrepreneurs de la diaspora européen vers le continent africain. Et troisième domaine, il y a aussi des experts qui sont issus de la diaspora et qui souhaitent venir pour quelques années travailler avec un ministre, travailler auprès d'une institution pour renforcer leurs capacités et nous les mobilisons à travers un certain nombre de programmes, dont un qui s'appelle Talents en commun. Vous êtes, comme je l'ai dit, depuis quelques années. D'abord, quel est le ratio entre le terrain et votre activité au niveau de la direction de cette institution, parce que c'est important? Alors, vous l'avez dit, on a à peu près 700 personnes au siège et 1400 sur le terrain. Donc on a 2 fois plus de personnes sur le terrain qu'au siège. Et d'ailleurs, notre souhait, c'est de faire en sorte qu'on ait encore plus de personnes installées dans nos pays d'intervention. C'est absolument essentiel parce que c'est quand on est dans les pays qu'on définit le besoin, qu'on sait aussi mieux diriger les projets, et donc nous avons tout un mouvement de déconcentration, on va dire. On est encore un peu français dans notre organisation, on est encore un peu trop centralisé, donc on essaye de corriger ce biais. La croissance de l'agence nous permet de le faire. Mon objectif, c'est qu'à la fin, nous ayons le plus de personnes possible au service des projets que nous menons et au service des politiques publiques que nous accompagnons. On a deux minutes pour terminer cette rencontre. Quel est le chantier qui vous tient à cœur? C'est-à-dire que vous avez dressé un tableau complet de l'univers de Expertise France. Est-ce que vous avez une préférence puisque vous êtes le maître, celui qui tient le gouvernail? Alors je dirais que si j'avais une ambition, c'est de faire en sorte, sans doute que cette action, elle soit encore davantage connue, car nous avons besoin toujours de plus d'experts. Nous avons besoin de gens qui ont envie de s'investir à l'international. Ça, c'est ma première ambition. Ma deuxième, c'est de faire en sorte, de manière réciproque, que tout ce que nous faisons à l'international, ça puisse bénéficier à la France et à l'Europe. En France, on est encore un peu un pays qui avons du mal à voir ce qui se passe au-delà de nos frontières. À vrai dire, même nos frontières très proches. Alors même que nous faisons des choses formidables partout dans le monde et qu'on vit dans un monde ouvert où on se pose les mêmes questions. Et on doit élaborer des solutions en commun, en réalité. Les solutions, on ne les trouvera pas purement à l'échelon hexagonal ou même à l'échelon européen.
Elle se structure de manière mondiale, et pas seulement sur les sujets climatiques qui sont de toute façon, doivent de toute façon être gérés de manière globale. C'est la même chose sur l'équilibre, les équilibres sociaux dans les pays. C'est la même chose sur la manière dont on réinvente des perspectives pour la jeunesse. Et donc cet échange-là, Oui. mon ambition, c'est de faire en sorte qu'on la valorise encore plus, parce qu'elle est c'est la clé du développement du monde de demain, et c'est la clé de l'espoir pour structurer un monde plus durable sur l'ensemble des pays où nous intervenons. Je retiens la clé de l'histoire, et votre action est la preuve que vous voulez faire bouger les lignes. Merci Jérémy Pelé d'avoir été avec nous, et vous avez permis en tout cas au public de connaître une institution très technique qui est Expertise France. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.